Merci Bison et Somba, nous allons prendre le duel un peu sur le tard, mais nous allons le prendre et Patrick Riffaut est bien installé, a priori. Lorsque vous indiquez que le président de la République peut décider par élégance républicaine d'aller au village, l'expression « aller au village » est de lui-même devant la journaliste, je crois, Amélie Tullet de RFI, je pense bien. Oui, au cours de la conférence de presse conjointe donnée avec Macron le 26 juillet 2023, si mes souvenirs, 2022 précisément, si mes souvenirs sont exacts. Alors, lorsque vous avez évoqué cela, je regardais du coin de l'œil Patrick Riffaut parce que dans une autre vie, il est communicant du RDPC, il est parmi ceux qui estiment que le président de la République est là et il reste. Bonsoir Patrick Riffaut. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. Merci. Je signale que vous êtes, vous également, enseignant à l'université. Vous êtes expert en les questions de communication. Vous nous faites l'honneur d'être là pour croiser le fer et le verbe avec un de vos aînés, mais qui reste quand même votre collègue, sur l'ensemble de ce qui a été dit ici par lui, essentiellement. Vous avez deux options pour faire ce duel. Vous pouvez faire une observation générale sur la tenue de l'émission jusqu'à ce moment. Vous pouvez rentrer dans le jeu directement par des questions qui vont permettre, la finalité étant, de jeter un phare, de projeter le phare sur cette émission. Les journalistes sont réputés très peu sachants. Nous vous faisons confiance en tant que sachants des questions intellectuelles, des questions de positionnement d'intellectuels vis-à-vis des pouvoirs pour faire ce duel. Est-ce que notre contrat est OK? Bon, je commencerai par récuser le terme de sachant. Hein. Vous savez, j'ai pas dit savant, j'ai dit bien sachant. Oui. Même le terme de sachant, je préfère le récuser parce que tout le monde connaît la boutade de Gaulle qui dit des chercheurs qui cherchent. On en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc, nous sommes modestement des chercheurs. Maintenant, pour ce qui est de savoir, on ne sait pas si un jour on parvient effectivement à savoir, ce qui va d'ailleurs m'amener à aborder revenir avec Louison sur un certain nombre d'affirmations qu'il a faites. Mais je voudrais que lui et moi on échange sur nous avons 20 minutes pour l'exercice. Sur trois axes. Hein. Le premier, vous l'avez déjà abordé, c'est le rapport de l'intellectuel à la société. Et puis, on va aborder le retour du refoulé autour de deux thèmes essentiellement. C'est les questions mémorielles qui sont prégnantes en ce moment autour du point de savoir si Wangé c'est un héros ou un salaud. Et puis, la question ethnique... Ça ne fait pas débat. En fait. Je croyais que ça ne faisait pas débat. L'Assemblée nationale l'a réhabilité. Non, malheureusement, ça fait débat. Ça appartient à ce qu'on appelle les batailles mémorielles. En réalité, bon, la mémoire, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Et ça rien à voir aussi avec les réhabilitations institutionnelles, parce que c'est ce que le président de la République avait fait en promulguant la loi qui avait été votée par l'Assemblée nationale en 1991. Donc, si tu permets, Louison, je vais te tutoyer parce que nous nous connaissons très bien et je ne voudrais pas que la mise en scène télévisuelle donne le sentiment qu'il y a une distance entre nous, qu'il n'y a pas en réalité. Donc, tu as un intellectuel qui est bien identifié dans l'espace public camerounais. Hein, et je crois que les publics des émissions de débat connaissent tes positions. Tu l'as rappelé ici, ce sont des positions qui sont souvent critiques. Tu t'exprimes comme un expert. Et ce sont des positions qui, d'après ce que tu as indiqué tout à l'heure, n'ont pas souvent plu à certains et ont peut-être une incidence sur ta carrière, notamment sur ton changement de grade, parce que certains considéraient que ta proximité avec le MRC était une proximité suspecte et que peut-être derrière l'expert se cachait le militant. Tu as revendiqué par ailleurs le fait que toi, tu es dans l'analyse, donc tu revendiques la posture qui a été développée par Weber dans Le savant et le politique, celle de la neutralité axiologique. Donc, quand tu t'exprimes, tu ne te positionnes pas, tu exprimes un avis à partir
des analyses. Bon, c'est intéressant parce que nous sommes quand même dans un espace public qui n'est pas vraiment un espace public abémassien. On a un espace public qui est très polarisé, c'est-à-dire que, pour faire simple, vous avez deux pôles et en règle générale, le centre n'existe pas quand il y a un espace public polarisé. Et il y a une injonction pour les acteurs à prendre position. Où tu es dans un camp ou tu es dans l'autre. Or, toi, tu fais justement profession d'être au centre, c'est-à-dire de donner un avis qui est un avis non partisan. Bon, Weber dit quand même quelque chose d'intéressant, je vais le citer. Weber dit « Le juste milieu n'est pas le moins du monde une vérité plus scientifique que les idéaux les plus extrêmes des partis de droite ou de gauche. » Alors, ma question, Louison, quand est-ce que tu prends ta carte du parti? Monsieur Patrick Rufoué, je suis heureux que vous soyez mon contradicteur ce soir. Je dois vous avouer que Michel Pouzet disait aussi que un homme sage, c'est celui qui ne prend pas position. Je ne suis ni partisan, ni opposant, encore moins courtisan. Ce que j'essaye de faire, je reste dans la logique de l'intellectuel qui joue son rôle social, qui éveille les consciences et qui éduque les masses. Donc, pour l'un, je ne suis pas un politicien, je reste un académicien qui sait faire des remarques ou des critiques constructives à l'endroit, par exemple, de l'État. Vous voyez, comme je vais l'en faire tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs réformes qui peuvent émaner d'une réflexion scientifique pour améliorer la vie de l'État. Je vous ai indiqué, vous avez peut-être suivi, que mes invitations à la présidence, à la primature, viennent du fait de mes prestations médiatiques. Et dans le contexte aujourd'hui camerounais, vous pouvez bien participer au développement ou au rayonnement de l'État sans forcément être partisan ou appartenir à une formation politique. Donc pour l'un, je ne suis donc ni opposant, ni partisan, ni courtisan. Et je voudrais ajouter une chose, M. Patrick Rufoué. Les partis politiques ont toujours sollicité mon expertise, et vous le savez. Le plus grand nombre de conférences que j'ai eu à faire, c'est dans le RDPC. Le PCN m'a saisi plusieurs fois avec sa diaspora. Le parti de Sambaka m'a saisi. Comment je fais pour connaître les Salomon Chomni, les Nathalie Mbela, les Marceline Zogo, les Pongor, Emmanuel Pongor, les Denis Fampou, justement parce que le RDPC a des savoirs, mais à un moment donné, ils veulent des gens neutres. Parce qu'aujourd'hui, la dernière conférence que je fais a été une conférence très dangereuse. Parce que, programmé pour un vendredi, le jeudi, un des communicants du RDPC, de Douala 2, est allé dire qu'on a invité l'enseignant d'université le plus radical et opposant du pouvoir politique. On m'a collé 2 anti-gangs le jeudi. Et quand j'arrive à la conférence le vendredi, dès qu'on m'a introduit, je jette un regard synoptique sous les baffes. Je constate qu'il y a 2 messieurs qui ont les oripeaux du parti, mais qui ont à travers les dictaphones. Et dès que j'introduis, je me rends compte que ça devient très compliqué. Et vous savez, c'est mon introduction subliminale qui me sauve. Parce que vous savez comment j'ai introduit Rodi Tongi. Le RDP, c'est toujours en avant. Paul Biya toujours au pouvoir. Ça m'a valu ma liberté. Donc, je voudrais donc rappeler à Patrick Rufoué que je suis un universitaire et je suis ouvert à donner mon expertise à toutes les formations politiques qui me sollicitent. Le RDPC, l'AFP, le PCRN et bien d'autres. Avec Cabral Libi, il a toujours envoyé ses militants venir chez moi. Et même lui-même, il le sait, les communicants du RDPC. Il y a beaucoup qui me consultent quand ils vont sur les émissions. Mais lorsque Patrick Rufoué vous a demandé quand est-ce que vous prenez votre carte, je m'attendais à ce que vous lui demandiez quel parti. Bon. Est-ce que ça paraît évident que c'est un parti précis? Non, en fait, il m'invite à militer. Moi, j'ai vu ça sur cet angle. Il m'invite au militantisme. Non, mais Rodrigue, la question est vague à dessein.
l'invite pas à prendre la carte du parti du RDPC, par exemple. C'est en liberté, en conscience qu'il doit prendre parti. Moi, je constate simplement que nous avons un espace public qui est polarisé, dans lequel il y a une injonction à prendre parti, et lui, il fait profession de rester non aligné. Donc, je veux savoir quand est-ce qu'il va sortir du non-alignement. Et quel serait ce parti? Parce que c'est intéressant. Bon, ça, écoutez, c'est à lui de le savoir. Moi, je note qu'il indiquait tout à l'heure, et d'ailleurs, ça m'amène à la seconde question, il indiquait par ailleurs qu'il y a un certain nombre de pesanteurs qui font qu'il y a une circulation entre les intellectuels progressistes et les intellectuels organiques qui amènent nécessairement les gens à être davantage du camp du gouvernement. Bon, je voudrais commencer par préciser que il s'est un peu trompé sur la référence. C'est Gramsci, c'est pas Gravitz. C'est Gramsci la référence, c'est Gramsci la référence pour ce qui est des intellectuels. Pour ce qui est des intellectuels. Pour la classification. Voilà, pour la classification. Maintenant, est-ce que cette catégorisation-là, c'est-à-dire entre progressisme et organiciste, c'est une catégorisation qui fonctionne chez nous parce que quand même, on est une société, on peut dire sans classe. Et même les sociétés occidentales aujourd'hui sont devenues des sociétés sans classe. Gramsci, c'est quand même un philosophe marxiste et les marxistes pensaient la société en termes de classe. Est-ce que dans une société comme la nôtre, où identifier les classes de manière claire n'est pas déjà évident, est-ce qu'on peut penser le progressisme et le conservatisme comme les Gramsci ou les penseurs occidentaux le pensent? Parce que moi, je ne sais pas si on veut prendre l'exemple de, je ne sais pas moi, Nkounvondo, qui est au sein de l'opposition. Nkounvondo, il fait quand même partie de l'intelligentsia. Est-ce qu'on va considérer qu'il fait partie de la classe dominante ou alors est-ce qu'on va considérer qu'il fait partie des classes populaires? Donc, est-ce que cette catégorisation-là a considéré que tous ceux qui sont dans l'opposition sont des progressistes et que ceux qui sont au pouvoir sont des conservateurs? Est-ce que c'est vraiment un peu manichéen, quand même. Voilà. Non, écoutez, ce qu'il faut préciser, c'est que cette catégorisation peut faire l'objet d'un approfondissement. Par exemple, aujourd'hui, on parle des progressistes modérés, où moi, je peux m'inscrire parmi les progressistes modérés. Je parlais tout à l'heure des critiques. Je pense que j'ai toujours fait, lorsqu'il m'arrive de porter des critiques, elles sont toujours constructives. Ça veut dire que je ne suis jamais dans une critique acerbe à l'endroit de l'État, à l'endroit d'une personnalité ou à l'endroit des institutions. Parce que, M. Rodrigue Tongué, les devoirs, les obligations des citoyens se situent à 4 niveaux. Le premier devoir, c'est de respecter la loi. Le deuxième, c'est de respecter les institutions. Le troisième devoir, c'est de prendre la charge, disons, des affaires de l'État en payant l'impôt. Et le quatrième devoir du citoyen, c'est de respecter autrui, parce que la liberté est l'élément fondamental de la vie en société. Bon, maintenant, ce qu'il faut préciser... Donc vous n'êtes pas des intellectuels qui pensent que le citoyen doit désobéir? Non, il peut se mettre dans une position de résistance si les choses ne vont pas. Et on pourrait donc rester dans une cinquième dimension. Voilà, une cinquième dimension, c'est cela. Oui. Ok, bien. C'était simplement la mise en bouche. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le dur en abordant une actualité récente et un passé qui n'est pas si lointain que ça. Oui. Il y a quelques semaines, il y a une controverse qui est apparue dans l'espace public après les propos d'un débatteur, qu'un débatteur ait tenu des propos au sujet de Ernest Wandje. Et pour faire simple, c'est-à-dire je vais caricaturer les positions, certains ont considéré que c'était sacrilège de déconsidérer ainsi, je ne veux pas reprendre les propos, c'était sacrilège de déconsidérer ainsi une grande figure de l'histoire du Cameroun, quelqu'un qui avait par ailleurs été héroïsé et réhabilité par... le décret, la loi de 1991, d'autres considéraient qu'il n'y a pas de vache sacrée et que de toutes les façons, pour reprendre la formule de Mathias, quand bien même elle serait sacrée, le derrière d'une vache sacrée ne sent pas nécessairement la lavande. Donc qu'il n'y avait pas de scandale à aller remuer ce passé-là. Je voudrais avoir ton opinion là-dessus parce que c'est quand même une mémoire, cette controverse-là
ramène une mémoire, premièrement, qui n'est pas totalement enfouie, parce qu'un certain nombre d'acteurs historiques de ce moment-là vivent encore. Le général Semenge vit, il y a un certain nombre, je crois que Mathias Jassep, son secrétaire particulier. Le secrétaire particulier, le Wandje vit encore. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs de ce moment-là qui sont encore en vie. C'est une mémoire qui reste douloureuse, mais c'est une mémoire autour de laquelle, manifestement, les Camerounais ne font pas chorus, c'est-à-dire qu'il y a des avis qui sont partagés. Comment est-ce que tu te rapportes, premièrement, par rapport à ce sujet-là? Mais je rajoute la seconde question, c'est que, bon, historiquement, l'UPC a perdu. L'UPC a perdu militairement, l'UPC a perdu politiquement, parce qu'ils n'ont pas pris le pouvoir. Mais moi, j'ai le sentiment que les UPCistes ont gagné la bataille idéologique. Comment est-ce qu'ils ont gagné la bataille idéologique? Ils ont gagné la bataille idéologique parce qu'ils ont fait une OPA sur le nationalisme. Aujourd'hui, dans l'espace public, l'opinion majoritaire considère qu'il n'y avait des nationalistes que d'un seul côté, ce sont les UPCistes qui étaient les nationalistes. Et que donc, ceux contre lesquels les UPCistes ne se battaient, eux n'étaient pas des nationalistes. Donc, c'est une forme d'étrange défaite parce que ceux qui ont perdu... Généralement, c'est ceux qui ont gagné qui écrivent l'histoire. Voilà. Ceux qui ont gagné, bon, c'est un peu plus complexe parce que, comme Mbembe le montre dans l'État historien, pendant longtemps, l'État lui-même avait choisi, bien qu'il ait gagné, il avait choisi d'occulter cette histoire-là. Et ce n'est qu'après 91 qu'on revient sur cette histoire-là et qu'on commence enfin à l'écrire. Donc, bon, l'histoire n'est pas totalement écrite, mais les UPCistes ont réussi à gagner la bataille idéologique parce qu'ils ont fait croire, et c'est ce que tout le monde pense, que les nationalistes, il y avait un camp des nationalistes, et en face, il y avait des gens qui, eux, n'étaient pas des nationalistes, et c'est eux qui ont eu le pouvoir. Donc, j'aimerais que tu nous donnes ton éclairage là-dessus. Est-ce que tu considères qu'effectivement, il y avait des nationalistes d'un côté, ou alors que le nationalisme était une donnée partagée par tous ceux qui se battaient à ce moment-là, que ce soit ceux qui étaient soutenus par ailleurs par les Russes ou les Chinois, ou alors ceux qui étaient soutenus par les Français et qui ont fini par l'emporter? Pour vous répondre, je voudrais utiliser une approche synchronique et diachronique. C'est-à-dire, je pars de l'histoire et j'évolue. Parce que là, nous tombons dans le cours, ce que je pourrais appeler l'évolution politique et constitutionnelle de l'histoire de notre pays. Alors, l'UPC naît le 10 avril 1948. Et je ne sais pas que je peux me tromper, mais je pense que c'est la date exacte. Le 10 avril. Le 10 avril 1948. Et la vocation de ce parti politique, c'est-à-dire dans sa formation, on se rend compte qu'il y a une vocation à tendance nationale. Parce que vous retrouvez le Pondol, le sauveur, le porte-parole, Ounyobe, qui est passé avec les Maïmatip. Vous avez Ernest Wandje, qui est de l'Ouest, un Bamileke. Vous avez Félix Moumié, qui nous sort de Fumban. Donc vous voyez que dans la logique de la composition de l'UPC, il y a une tendance nationale. C'est-à-dire un peu comme un regroupement national. Mais pas en 48, avec l'évolution. Oui, avec l'évolution. Pas en 48. Non, c'est avec l'évolution. Avec l'évolution. On voit, c'est un peu... vous savez que le fait ethnique ne date pas d'aujourd'hui, c'est une réalité depuis 1966 au Cameroun, et qui s'est affirmée en 1987 avec les écrits de Engelbert Ver, le débat avec Mounon Djana, et ainsi de suite. Alors, nous pensons simplement que les UPCistes ne peuvent pas se revendiquer, ne peuvent pas clamer qu'ils étaient les seuls à pouvoir construire l'unité nationale ou à rechercher, à être considérés comme des vrais nationalistes et exclure les autres. Moi, je vais vous dire, le président Ali Dio était un vrai nationaliste, puisque Ali Dio a contribué à l'indépendance, à la réunification et à l'unification du Cameroun. Donc, le propos tenu par les UPCistes était un propos d'exclusion. Or, moi, je me rends compte qu'en dehors de ceux que je venais de citer qui étaient adhérents de l'UPC, il y a d'autres Camerounais. André-Marie Bida, premier ministre, en 1957, a joué un rôle important. Vous avez à Yaoundé un grand chef, Omba Bissogo,
qui a également joué un grand rôle dans l'esprit national, c'est-à-dire que dans la construction de notre pays. Donc vous conviendrez avec moi que c'était un peu à tort pour les militants de l'UPC de penser qu'ils étaient les seuls à porter la charge de l'unité de la constitution de notre indépendance, ou alors d'avoir les seules idées nationalistes. Or, il y a bien d'autres qui ont porté ces idées-là que nous évoquons aujourd'hui. Maintenant, vous avez soulevé le cas de Ernest Ouandji. Moi, je pense tout simplement, M. Rodi Tombé, que quand on est un héros et qu'on a été réhabilité, on ne peut plus être traité de bandit. Donc, moi, je pense que le débatteur qui a suggéré, qui a sorti cette qualification-là, j'imagine qu'il est allé par ses émotions, mais quand on prend du recul, il faut éviter de jeter de l'eau sur des gens qui ont combattu pour l'indépendance et pour la nationalisation de notre pays. Oui, bon, pour sortir de là, parce que je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, pour sortir de là, moi le sentiment que j'ai eu, c'est que, de mon point de vue, il ne fallait pas nécessairement se limiter au qualificatif qui a été accolé, encore que je crois qu'il y a un jeune universitaire camerounais qui a fait une tribune en mutation, dans laquelle il discutait de la notion de bandit social à partir des travaux de Maurice Holbach. Je pense que ça mérite le détour parce que le problème, souvent, je crois qu'un débatteur indiquait le fait que le qualificatif de bandit n'est pas lié à une valence idéologique. C'est-à-dire que quand on considère que vous êtes un bandit, ça signifie qu'il n'y a pas d'idéologie derrière. Ce qui n'est pas totalement vrai. Parce que je crois que nous tous, on a vu Robin la Fusée, on connaît Robin des Bois. C'est-à-dire des gens qui sont quand même considérés comme des bandits, mais... On peut être un bandit sans être une crapule. Voilà, on peut être un bandit sans être une crapule. C'est d'ailleurs pour ça que dans la littérature, on a fini par inventer la figure de ce qu'on appelle l'anti-héros. Parce que le problème avec le héros, c'est que le héros, il jouit d'une triple triangulation. C'est-à-dire que sa cause est noble, ses âmes sont saintes et ses idéaux sont très élevés. Mais ça, ce n'est pas humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un humain qui peut avoir cette triangulation-là. En règle générale, un individu a des faiblesses. Donc, mais ça ne change rien au fait que vous soyez par ailleurs un héros. C'est-à-dire que vous ayez des moments de faiblesse, ainsi de suite. C'est pour ça que... Des moments d'humanité. Voilà. C'est pour ça que dans la littérature, on a créé l'anti-héros pour introduire justement cette dimension humaine. Parce que, au fond, les héros, ce n'étaient pas des humains. C'était plutôt des surhommes au sens nietzschéen, puisqu'eux, n'avaient aucune faiblesse. Eux, ils n'avaient aucune faiblesse. Et donc, moi, je considère que, sans insulter, on n'a pas insulté la mémoire d'une grande figure historique, c'est-à-dire sans insulter sa mémoire. Bon, des gens qui étaient au maquis, vous ne pouvez pas me faire croire que de temps en temps, ils n'ont pas commis une ou deux exactions. Ça va de soi, mais ça n'enlève rien à la noblesse de son combat. Ça n'enlève rien au fait que c'est une figure qui doit être célébrée. Mais quel serait l'intérêt de rappeler dans ces rapines? Puisque manifestement vous dites que il y a eu des rapines. Mais à partir du moment où il y en a eu, je pense que l'histoire ne peut pas se faire simplement dans l'occultation. Parce que, et c'est un peu ça le problème avec la manière dont on se rapporte avec ce moment-là. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'État avait dit, un peu comme on voit dans la Bible avec Moïse, on ne veut pas entendre parler de ça. Et donc, ça s'était réfugié dans ce que Oumniobé appelait les comptines. C'est-à-dire que quand il fallait parler des héros nationaux, c'est quand on berçait dans les berceuses qu'on en parlait. Mais au sein de l'espace public, on n'en parlait pas. Mais si on veut que cette mémoire soit réconciliée, il va peut-être falloir qu'à un moment ou à un autre, on dise aussi des choses qui ne sont pas nécessairement déplaisantes. Parce que c'est simplement un moment dans la manière dont on racontait. Et vous pensez que c'était la démarche de ce commentateur médiatique-là? Non. C'est pour ça que je considère... Non. Je pense qu'il semble qu'il était plutôt dans une démarche de diabolisation ethnique. Oui, mais c'est pour ça que... donc, il considérait Oumniobé comme une icône de l'ethnie qu'il diabolise. Oui. Il nous semble que c'était ça la portée de ce débat. Il y a le texte et le prétexte. C'est-à-dire que moi je considère, et c'est pour ça que j'ai invoqué la figure de l'anti-héros, c'est un prétexte pour revenir là-dessus, parce que c'est une histoire qui reste à écrire,
on a une mémoire avec laquelle il faut qu'on se réconcilie. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas réconciliés avec cette mémoire. C'est-à-dire que la manière dont vous avez vécu les choses dépend peut-être de ce que vos parents vous ont raconté. Si vos parents ont été harcelés par les maquisards, mais vous ne considérez pas les nationalistes comme les héros. Parce que vos parents vous ont dit que les maquisards les harcelaient, ont peut-être tué une cousine, ainsi de suite. Mais d'autres personnes vont s'y rapporter différemment. Mais si on ne prend pas le soin d'en parler, il y aura forcément des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Mais on ne va pas arriver au grand roman national, justement, qui fasse, de mon point de vue, l'accord de tous, ce vers quoi il faut tendre. Oui. Vous dites, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que le contexte ne s'y prête pas. Parce que c'est en cela qu'il faut être sage et malin lorsqu'on prend la parole dans un espace public. Vous voyez, Bandit, il aurait dit, Ernest Ouandi n'était pas un héros, que je pense que cela n'aurait pas pu poser des problèmes. Et vous savez qu'aujourd'hui, le fait ethnique innerve les partis politiques, innerve le débat public. Alors, en évoquant l'idée de ce que Ernest Ouandi est un bandit, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dans la composition un peu du centre de l'unité, je vous ai dit Pondol, Mbassa, c'était fait à dessein pour indiquer que, en stigmatisant, pourquoi il n'a pas dit que Ernest Ouandi, ou Myobe, ou bien Maïma Type était un bandit. Vous voyez donc qu'il faut faire donc très attention dans un contexte comme le nôtre où le fait ethnique est devenu prédominant et même dominant dans tous les espaces publics. Et c'est la raison pour laquelle le législateur est allé au promontoire pour mettre en place une loi pour sanctionner tout cela. Moi, je pense qu'il est souvent de bon ton d'utiliser l'euphémisme. Moi, je vous assure, j'ai suivi ce débat. Je me suis dit, s'il avait dit Ernest Ouandi n'était pas un héros, pour ma part, il aurait été euphémiste et que cela serait passé. Peut-être n'aurait pas atteint ses propres objectifs. Voilà. Oui, mais justement, tu parles de fait ethnique et ça m'amène à la troisième thématique. Pour sortir? Oui, sur laquelle je voudrais que tu reviennes un peu. Je rentre encore en arrière. Le 11 mars 1987, il y a une conférence qui est organisée par le club UNESCO de l'université de Yaoundé. Bon, il y a une seule université à cette époque-là, sur le thème « La littérature politique camerounaise ». Bon, dans le cadre de cette table ronde-là, Hubert Mounoundiana prononce une conférence dont le titre est le suivant: « De l'ethnofascisme dans la littérature politique camerounaise ». La thèse qu'il y développe est la suivante. L'analyse de certaines productions littéraires révèle une volonté hégémonique communautaire. Il y a un vif débat qui s'ensuit, qui est animé par lui, Sinjun Pokam, ainsi de suite, dans les colonnes du Messager. Maurice Kamto, vous avez oublié de citer le troisième acteur, vous l'évitez? Bon, Kamto est le préfacier d'un des ouvrages... Non, j'ai dit la discussion dans les colonnes du Messager. Oui, bon... Un des acteurs majeurs, c'était Maurice Kamto. Moi, je n'ai pas vu les articles. Oui, bon. Tu permets, Rodrigue. Ouais. Je n'ai pas voulu, parce que ce que je sais, ce dont je peux attester, je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas. Ce dont je peux attester, c'est que Kamto est préfacier d'un des ouvrages, la problématique de l'unité nationale, dont l'auteur c'est Emmanuel Kenyepokam. Kamto est le préfacier de cet ouvrage-là. Mais il n'en est pas l'auteur et c'est un certain nombre d'extraits de cet ouvrage, entre autres, parce que ce n'est pas le seul ouvrage que Mounoundiana avait étudié, qui a fait l'objet de cette conférence. Donc vous n'avez pas suivi le débat monofascisme, ethnofascisme contre monofascisme? Ça j'ai suivi, mais je préfère ne pas parler. Ah, d'accord, on vous suit. Ce que je voulais montrer, c'est que ce débat qui commence en 1987 se prolonge pratiquement, je crois, jusqu'au tour des années 89-90, au moment où le multipartisme revient. Et on voit bien que lors de l'élection présidentielle de 1992, la question ethnique a été présente avec la fameuse opposition entre les Bétis et les Anglo-Bamis. Je pense que rétrospectivement, certains ont considéré que ce débat-là avait été le ferment à partir duquel la question ethnique a pris ce tour politique
tour de l'élection présidentielle qui a lieu en 1992. Il nous semble, je crois que Rodrigue a parlé tout à l'heure de la tribune qui a été produite par les directeurs de publication. Il semble que la question ethnique, et toi-même tu l'as évoqué d'ailleurs, il semble que la question ethnique est en train de revenir. Et de retour. Nous sommes, comme par hasard, en année électorale. Je voudrais que tu nous dises comment toi tu appréhendes le fait ethnique. Est-ce qu'il s'agit simplement et comment on peut s'y défaire? Parce que c'est possible. Bon, je vais y arriver parce que une des questions que je veux lui poser... Parce que moi je vois le temps qui passe. Voilà, la dernière question que je voulais lui poser, c'était la question de savoir, il est spécialiste du droit public, comment est-ce qu'on peut neutraliser la variable ethnique dans la compétition politique? C'est la dernière question que je voulais lui poser. Mais avant qu'il ne réponde à cette question, je voulais qu'il me dise s'il a le sentiment que cette question ethnique est simplement une question instrumentale ou alors si ça correspond à une réalité vécue. Parce que la question de la neutralisation, c'est la question qui vient après. Mais merci pour cette question qui va certainement me renvoyer dans les dédales de l'histoire. Je l'ai indiqué tout à l'heure, le fait ethno-fasciste commence à s'affirmer en 1987 avec les auteurs que vous avez si bien cités. Mais je voudrais rappeler que c'est une réalité camerounaise. Vous l'avez si bien évoqué, nous sommes dans une résurgence. Mais il faut pouvoir expliquer aux téléspectateurs, c'est quoi l'ethno-fascisme? C'est la prédominance ou la domination d'une ethnie sur les autres. Et si vous voulez, de manière prosaïque, c'est la supériorité d'une ethnie par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'une ethnie qui estime que c'est à elle que doit revenir le pouvoir, c'est à elle qu'on doit retrouver les plus talentueux, les plus intelligents. Et c'est donc ça le problème aujourd'hui. Et je l'ai indiqué avec force et vigueur tout à l'heure, le fait ethnique est devenu prédominant. J'ai utilisé l'expression innerve aujourd'hui. Tous les secteurs de la vie publique, ce n'est pas seulement dans le domaine politique. Même si on rentre dans le domaine politique, M. Rodrigue Tanguy, qu'est-ce qui attire en premier un citoyen dans un parti politique? C'est de savoir qui est là. C'est mon frère, j'adhère. Le leader. Donc, il y a une prédominance du fait ethnique sur le fait idéologique aujourd'hui. Et c'est ce qu'on constate. Et même dans la vie sociale, j'ai souvent vu des voisins qui préfèrent quitter Bépanda Double-Balle pour aller boire chez son frère à Bonabéry. C'est le fait ethnique. On ne peut pas... Peut-être pour la chaleur familiale. Bon, peut-être c'est ce que vous dites, mais il y a des bars, il laisse au moins 1000 bars avant d'arriver à la chaleur, les retrouvailles familiales. Bon. Je vous laisse continuer. C'est un aspect. Donc, comment faire pour juguler le phénomène? Je crois que le législateur a monté un créneau, c'est déjà une bonne chose, même si jusqu'ici les sanctions ne suivent pas. Parce que nous avons vu dans certains débats où des gens se sont laissés aller par des propos haineux, des propos tribaux. Mais moi, je pense qu'il faut déjà que le législateur, les autorités compétentes puissent sanctionner. Mais le législateur fait son travail. Bon, le code pénal réprime les discours haineux basés sur l'ethnie ou la tribu. Et vous savez... peut-être que c'est la mise en œuvre. Peut-être c'est les actions judiciaires qui manquent. Monsieur Rodrigue Tanguy, si on laisse perpétuer ce fait ethnique aujourd'hui, vous allez voir que notre cohésion se sent prendre un coup, même l'unité nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà que les uns et les autres respectent la loi en vigueur. Vous m'avez demandé comment on peut juguler le cas. Mais il faut d'abord respecter la loi. Je vous ai indiqué que le respect de la loi, c'est la première obligation d'un citoyen. Il faut respecter la loi, il y a une loi en la matière. Bon, maintenant, mais pourquoi personne se plaint, disons, son bar? Moi, je ne sais pas. Mais autre chose, on doit aussi encourager les mariages exogamiques. Moi, je suis fier aujourd'hui d'avoir une Banganté, je suis du Centre, mais j'ai une Banganté de l'Ouest. Mon petit frère, du côté de ma mère, je suis du Sud, à Ebolova. Mais du côté du père, je suis du Centre. Donc le mariage multi-ethnique est une solution? Le mariage multi-ethnique, oui, c'est une solution. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Odi Tanguy, si j'ai un problème avec un Banganté, mais je vais aller du côté de ma femme Kaline négocier. C'est mon petit frère qui a une femme Bamenda.
Si j'ai un problème aujourd'hui... Patrick Ifoué, c'est ça? Non, pas lui. Que tu prends direct, biologique. Moi, donc, il a une femme Bamenda. Donc, ça veut dire que vous voyez, je suis déjà, si j'ai un problème avec une famille Bamenda, je peux aller du côté de la famille. Et j'ai toujours pris cet exemple, excusez-moi de bouffer sur votre temps, mais puisque c'est utile, j'ai toujours pris cette image, le mariage entre le fils du patron du LACAM, vous savez qui est le patron du LACAM dans l'histoire politique et sociale du Cameroun, ouais. Avec, non, la fille du patron du LACAM avec le fils du patron de Singang. Dans ce pays, c'est un mariage qui a existé, c'est un exemple qu'il faut peut-être suivre. Mais je pense que il y a une réalité. Récemment, Valentin Simeon Zinga m'avait commandé un petit papier pour son canard. Ligne d'horizon. Oui, ligne d'horizon. Ligne d'horizon. Voilà. Et donc, ça m'avait amené à faire un retour en 2018 pour regarder les résultats de la présidentielle. Et quand vous regardez les résultats de la présidentielle, c'est très instructif. Le RDPC remporte 53 départements sur 58. Le PCRN en remporte 1, l'Union Ekele. Le MRC en remporte... les dernières élections législatives? Non, la présidentielle de... La présidentielle. Le MRC en remporte 4. 4, oui. 4, le Vouri, et 4 départements de l'Ouest. Au centre... Le Vouri n'est pas à l'Ouest. Oui, je dis le Vouri, c'est-à-dire le département du Vouri, et 4 départements de l'Ouest. Maintenant, dans le centre, dans le département du Fundi, le MRC talonne de près le RDPC dans le Fundi. Parce que je crois qu'il y a à peu près 2 points d'écart entre les deux. Le RDPC a une alliance avec les partis du Nord, ce qui lui permet, en dehors de sa propre présence, de couvrir cette zone-là. Mais quand vous regardez la présence, c'est-à-dire là où le MRC gagne ou fait de bons résultats, ça correspond d'abord à la géographie de l'installation de la communauté du président de cette formation politique. Quand vous regardez là où Cabral Libi a remporté, le seul département qu'il a remporté, ça correspond à son département d'origine. Et quand vous regardez les résultats du président Biya? Quand vous regardez les résultats du président Biya, il y a 100%. Le président Biya, mais bien sûr, le président Biya a remporté partout où on considère que c'est son fief, où on appelle son socle granitique. Pourquoi je le dis? Parce qu'au fond, c'est-à-dire pour reprendre la catégorisation que j'utilisais dans cet article, tontina, on dit tontina, sadina. Qu'est-ce qu'un tontina? Le tontina, c'est celui qui, pour faire simple, c'est-à-dire je caricature, le tontina, ce serait celui qui, dans le cadre de la compétition électorale, aurait la propension à voter pour son frère du village. Mais le principe, comme l'a indiqué Louison, c'est que c'est d'abord la tendance naturelle. Et c'est quand vous n'avez pas le frère du village que cette question ne se pose pas. C'est-à-dire quand vous avez une élection pour laquelle vous n'avez pas un frère du village, la question de savoir si vous votez pour lui ne se pose pas. Mais à partir du moment où il est candidat... Avant que vous avanciez, oui. La région de l'Ouest, c'est combien de départements? La région de l'Ouest, c'est 8 départements, je crois. Si on enlève le Noun, il en reste 7. Si on enlève le Noun, effectivement, il en reste 7. Mais vous dites que le président du MSC n'a remporté que dans 3 départements. Est-ce que dans les autres départements, ce n'est pas les gens de sa région? Ce n'est pas les gens de son ennemi? Je vais y arriver. Si vous permettez que j'aille au bout du raisonnement, vous allez comprendre pourquoi ça ne se passe pas justement comme ça dans ce cas-là. Parce qu'il y a d'autres variables qui interviennent. C'est pour ça que je posais d'abord les bases en disant, vous êtes tenté, c'est-à-dire que si vous êtes du centre et qu'il y a un gars du centre, vous êtes d'abord tenté de voter pour lui, de manière grégaire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cas de l'Ouest, ce n'est pas vrai. C'est vous qui l'avez dit. Je vais y arriver, parce qu'il y a d'autres variables qui jouent. C'est-à-dire que cette tendance affinitaire, parce que ça c'est la tendance affinitaire, c'est-à-dire je suis tenté de, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je vais faire. Et Cabral Libi n'a pas gagné dans la Sanaga maritime. Voilà. Effectivement, je suis tenté de... Ça veut dire que ce n'est pas vrai pour le cas de Bassa. Pas toujours. Je suis tenté de... est pondéré par quoi? C'est pondéré par le fait que dans un certain nombre de configurations, il y a les élites locales qui vont jouer contre ça. Les élites locales, c'est justement ce qui se passe à l'Ouest.
Parce que même si Kamto y est bien implanté, les élites locales qui sont en compétition au plan national viennent faire en sorte que les gens votent pour d'autres raisons que la simple affinité. Et ne réussissent pas dans les 3 départements que vous avez identifiés comme ayant gagné. Justement, le principe, c'est que ça ne peut pas marcher à 100%. Ça ne va pas marcher à 100%. Leur rôle, c'est de pondérer, c'est-à-dire d'amener une partie des gens qui voteraient naturellement pour le candidat à se reporter sur un autre candidat. Mais pourquoi dans le Noun, ça se fait systématiquement? Non, pourquoi? Mais dans le Alors qu'il existe une élite dans le Noun, justement, pour 2018, le président Biya arrive en tête avec 46%. Donc, il faut bien voir. C'est-à-dire que ça a joué. Mais le RDPC ne remporte pas l'élection locale. Mais nous ne remportons quelques mois après. Mais nous ne remportons pas l'élection. Nous ne remportons pas. Peut-être qu'il y a une falsification. Non, c'est pas qu'il y a falsification. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais justement, parce que pourquoi vous êtes affinitaire et pourquoi est-ce que vous êtes utilitaire? Parce que celui qui est Sadina, c'est celui qu'on va considérer qui est affinitaire, et celui qui est Tontina, c'est celui qui fait le calcul, donc qui est utilitaire. Je suis utilitaire quand les enjeux sont tels que je considère que l'affinité est seconde et que j'ai un intérêt immédiat. Mais mon intérêt peut ne pas être l'intérêt du sujet, mais l'intérêt de l'élite. Parce que dans nos coins, on a des élites qui, justement, jouent le tampon entre le gouvernement et la région, le gouvernement et la communauté. Et souvent, l'intérêt de l'élite va se confondre avec l'intérêt de la communauté. Si vous ne votez pas pour X, nos intérêts sont menacés. Mais nos intérêts, c'est qui? C'est souvent les intérêts de l'élite. Mais le discours de l'élite va vous dire, si vous ne votez pas pour X, nos intérêts sont menacés. Ce qui va justement avoir tendance à pondérer. L'avantage de l'observation, c'est un travail sociologue que vous avez fait à l'occasion. Oui. D'après ce que vous nous indiquez, c'est que les Bamileke ne votent pas forcément pour Maurice Kamto. Non. Les Bassa ne votent pas forcément pour... Non. Mais les gens du Sud votent forcément pour Paul Biya. Ils ont tendance d'après les chiffres que vous nous donnez. Effectivement. Oui. Effectivement. Mais parce que dans le cadre du centre et du sud, l'élite est toute mobilisée au service de qui? De celui qui a le pouvoir. Or, dans le cadre, que ce soit de Maurice Kamto ou de Cabral Libye, une bonne frange de l'élite Bassa ne le soutient pas. C'est-à-dire que si vous aviez toute l'élite de l'Ouest qui soutenait Maurice Kamto, ce serait une autre affaire. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui fait que ça va avoir son influence va être pondéré par le poids de ces élites-là qui jouent contre lui au sein de la communauté. Conclusion? C'est la même chose pour Cabral. Conclusion, celui qui est au pouvoir a une longueur d'avance sur les autres. Parce que lui, il a la capacité de nouer des alliances qui lui permettent d'avoir des relais, même dans des zones dans lesquelles il n'est pas naturellement installé. Est-ce que en plus de ces Luson et Soma, peut-être vous sortirez par là, est-ce que en plus d'avoir ces manettes-là en main, le pouvoir a besoin d'instrumentaliser le tribalisme, instrumentaliser l'organe en charge de l'organisation des élections pour garantir une victoire? Parce que les accusations qui fusent de l'opposition, on retient que le pouvoir entretient une sorte de tribalisme d'État et s'arrange pour que l'organe en charge des élections ne soit pas transparent de bout en bout. Monsieur Edith Tongué, il faut le dire, Ubi et Obi, il faut condamner le fait ethnique. Parce que nous sommes dans une construction de l'unité nationale. Je suis parfois gêné lorsqu'on dit qu'il faut être maire de la ville, il faut être un autochtone et on inscrit ça dans la Constitution. Pour ma part, il faut être originaire de la région. Originaire de la région, oui. Pour ma part, dans une république, ce sont des choses très compliquées. Peut-être qu'ils peuvent s'expliquer parce qu'il faut protéger les minorités, mais ce sont des inscriptions qui, contenues dans la Constitution, peuvent être source de déflagration sociale, qui peut porter atteinte à notre cohésion. Mais ce qu'il faut relever dans cette affaire, c'est simplement que j'ai quelques collègues de l'université de Tchang qui ont mené une étude, ils sont 4 jeunes docteurs, qui, dans la production scientifique qu'ils ont faite, ont relevé que le fait ethnique, aujourd'hui, est le fait prépondérant
dans les partis politiques et même dans la société. Je vous ai pris un cas. Quelqu'un préfère aller à Bonaparte. Vous avez dit, bon, c'est pour une affinité ou une famille. Mais non, j'essaie de relativiser mon rôle. Voilà. Je suis dans mon rôle. Je suis malheureusement. Nous, à Canada, on n'est pas une télévision de la haine. Nous avons reçu des consignes claires du patron de cette chaîne. Nous ne devons pas laisser circuler les discours de la division. En tout cas, moi qui suis dans l'axe pour la présentation de cette émission, j'ai une grosse responsabilité. On doit encourager le vivre ensemble. C'est la consigne qui a été donnée. Je voudrais d'ailleurs rajouter une chose, c'est-à-dire il faut regarder la manière dont les formations politiques sont implantées. Et là, c'est pour sortir vraiment. Voilà. On a débordé largement. Quand on dit, je disais tout à l'heure par facilité de langage, les partis du Nord, mais on voit bien dans les résultats qu'ils produisent que ce soit l'UNDP, que ce soit le FSNC, que ce soit le MDR, leurs résultats, ils les font dans les 3 provinces septentrionales. La même chose pour l'UDC qui fait ses résultats essentiellement dans un département. C'est-à-dire que, à l'exception notable du RDPC, les formations politiques ont à la base, c'est-à-dire c'est ça le fait, à la base, un ancrage ethnique. Et donc, pour sortir, est-ce que ceci justifie, ceci explique, pas justifier, parce qu'on ne peut pas justifier ce que je vais énoncer tout à l'heure, ceci explique, et ce qui explique que chaque fois, plusieurs fois dans le Sud, lorsqu'on a des sons dissonants, ça tombe sur une déflagration du genre Meyo, du genre San Melima, parce que là-bas, il est difficile d'imaginer une autre icône que le fils de la contrée. Non, je ne voudrais pas que la question soit réduite à ces images-là. Encore que, je crois que pour le cas de Meyo, il s'agissait de la chasse aux anglophones. Non, j'ai parlé des communautés. Oui, c'est-à-dire, pour moi, ces problèmes communautaires, moi j'avais fait un recensement à un moment, c'est-à-dire sur les frictions communautaires dans un certain nombre de villes. J'en avais recensé une vingtaine, et ce n'est même pas au sud qui en avait le plus. Je crois que c'est à l'est. C'est à l'est plutôt qui en avait le plus, contrairement à ce que les gens... Non, les cas du sud sont seulement plus médiatiques. Voilà, les cas du sud sont plus médiatiques que les autres. Les cas du sud sont plus médiatisés. Et le fait que ce soit la région du chef de l'État fait qu'on monte toujours ça en épingle. Mais nous avons des problèmes dans la manière dont certaines de nos communautés coexistent. Et ça date d'avant même l'arrivée du renouveau. D'avant même l'arrivée de la colonisation, c'est-à-dire d'avant l'arrivée des Occidentaux. Ces problèmes sont souvent exacerbés par la compétition, que ce soit pour la compétition pour les ressources électorales, comme pour les ressources d'abord, même les ressources naturelles, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, comme on le voit dans certaines régions. Maintenant, sur le plan politique, souvent, effectivement, il y a la tentation de s'appuyer là-dessus. Parce que le fait que ce soit l'ancrage ne signifie pas que ça doit être la base. C'est quand on veut se réduire, quand on se réduit à cela, qu'on va avoir un usage qui va être un usage qui constitue plutôt un risque pour le corps social, comme on le voit, ce que nous regrettons et nous condamnons tous. Si des symboles du pouvoir indiquent que c'est le socle granitique, c'est normal, c'est peut-être... ça peut pousser les foules à y croire véritablement. Non, parce que justement, je crois que vous avez lu l'ouvrage de Abaka Ahmad, qui rappelle que, par exemple, dans les années en 92, quand il y a des troubles à Ebolova, ce ne sont pas les populations qui se lèvent contre les halogènes, mais c'est le maire de l'époque qui a un groupe c'est l'élite. Voilà, c'est le maire qui a un groupe de malfrats qui fait ça, mais on a mis ça sur le dos des populations, alors que les populations ne s'étaient jamais levées contre... on parvient donc à la même conclusion. Le sujet ethnique est souvent manipulé par l'élite politique pour des fins inavouées. Merci Patrick et Rifo d'être passé ici, d'avoir projeté votre phare sur cette émission. Titi Freeman va s'installer à votre place. On espère pouvoir vous recevoir très bientôt. Merci. Et une question de Thierry Niopes, simplement le temps que Titi Freeman s'installe pour la synthèse de cette émission, et on va conclure cette édition qui est allée largement au-delà du temps imparti. Nous disons merci à Colin Zouanchouang du service de programme qui nous a accordé cette mensuétude.